voilà, moi j'ai été allergique très très tôt. Allergique à tout. Mais alors à tout, hein, vraiment à tout, tout, tout. À tel point que j'ai fait 2 ans de cortisone, donc tu vois, c'était pas génial. Et ça aussi m'a amené, si tu veux, à un moment donné, j'ai été obligé rapidement, après l'adolescence, donc j'avais les antihistaminiques, etc., pour essayer, puis il y avait une éviction de certains aliments, puis à un moment donné, pendant les études de BTS diététique, je me suis dit, ok, tu vas essayer de te soigner toi-même, c'est pour ça que tu es là, quoi. Et là, j'ai vu à quel point c'était efficace. Et ça m'a motivé à valider mon diplôme et à en être là où je suis aujourd'hui, quoi. Faire en sorte que les gens se rendent compte que la chimie, la médecine allopathique, ok pour l'urgence, pas photo, sans elle, mon genou ne serait pas guéri et tu vois, je pourrais plus faire autant de sport qu'aujourd'hui. Mais à côté de ça, il est hors de question que cette médecine allopathique prenne la place de médecine préventive, puisque c'est pas chimie et médicaments qu'on y arrive. Donc si tu veux, je me suis dit, ok, on fonce. On fonce. Moi d'ailleurs, pour tout te dire, j'avais un organisme allergique à peu près à tout, alors qu'à la base, il n'y avait qu'un seul aliment auquel j'étais allergique, mais c'était inconcevable. À l'époque, c'était les produits laitiers. D'accord. Tu vois. Donc il était inconcevable que je grandisse sans, donc on me disait ça va passer, antihistaminique et tout. Et donc du coup, tous mes émonctoires se sont trouvés complètement engorgés. En médecine chinoise, on parle de fabrication de than, qui est l'humidité pathogène, qui est visible sous la forme du mucus, du crachat jaune qui coule, enfin tu vois, des choses comme ça, mais avec une version non visible aussi métabolique. Et ça peut s'exprimer, selon les sensibilités, bien sûr, et le terrain, sous forme d'allergie. Donc j'ai appris toutes ces choses et j'ai commencé à essayer de sécher, d'évacuer ce than. J'ai retiré les produits laitiers, j'ai fait un gros travail, c'était d'ailleurs mon mémoire en BTS diététique, comment prendre soin de son squelette, etc., sans produits laitiers, etc., etc. Et là, j'ai vu que c'était très efficace. Et alors après, je vais te dire qu'en cabinet, j'ai accompagné des patients qui avaient des pathologies multiples et variées, avec de très beaux résultats, tant que le patient est acteur avec nous. Hein. Mais je peux t'assurer que voilà. Alors, est-ce que je peux rebondir là-dessus, pour profiter que tu es là pour essayer de parler de sujets qui fâchent. Donc, tu viens d'aborder les produits laitiers, vraiment les aliments que les gens ont vraiment des difficultés avec, de s'en séparer ou de les diminuer. Donc les produits laitiers en règle générale, en particulier le lait de vache, il faut essayer de faire sans. Alors, c'est ce que je te disais avant hein, qu'on soit en ligne, mais bon, tu sais que je suis pas un fan de l'universalisation des choses. Oui. Hein. Même quand j'apparais pour des articles, j'essaye. Voilà, on est quand même tous différents. Par rapport aux produits laitiers, comment te dire ? Il est certain que je ne valide pas du tout les recommandations du PNNS, ça c'est clair, elles n'ont aucun fondement scientifique, absolument aucun. D'accord ? 3 à 4 produits laitiers par jour n'est pas bénéfique, ni pour l'homme, quel qu'il soit d'ailleurs, quelle que soit sa tolérance, puisque de toute façon ce n'est pas viable pour bientôt 9 milliards d'individus sur Terre. C'est pas viable. Produire autant de lait pour 9 milliards d'individus, imagine quoi, il va falloir qu'on rase des forêts. Ouais. Voilà, qu'on fasse encore plus de vaches avec plus de méthane et j'en passe, des pollutions des eaux et tout. À quoi ça sert d'avoir un squelette en bonne santé si demain les eaux sont polluées, etc., etc. Donc de toute façon, ce n'est pas viable. Ce qui n'est pas viable d'un point de vue écologique n'est pas viable d'un point de vue santé. Tout à fait. Puisque de toute façon, on s'y retrouve. Ok ? Donc il y a ça. Mais après, si tu veux... Il y a l'aspect, le fait que ce soit un produit transformé aujourd'hui, le lait. Alors, déjà, la stérilisation, voilà, en tout cas, à ce niveau-là, effectivement, fait du mal. Il faut quand même savoir que lorsque tu laisses un lait aujourd'hui plus ou moins, pas très bien conservé, on se rend compte que finalement, il va quand même développer des bactéries, et il s'avère que ces bactéries, après stérilisation, les seules qui restent sont les bactéries fortement pathogènes. Alors que dans un lait cru frais, tu as énormément de bactéries on va dire saines, positives pour le corps humain et qui souvent viennent contrer d'ailleurs le risque des bactéries pathogènes. Mais une fois de plus, il y a eu des cas de décès ou des maladies graves sur consommation de lait cru. Et comme toujours, malheureusement, et je ne sais pas pourquoi l'humain fait ça, mais on établit après des grandes lois universelles qui sont développées sur quelques petites personnes parce que ces personnes ont porté plainte ou parce qu'il y a des décès. Alors un décès est toujours triste, mais est-ce que c'est une raison pour après créer un procédé qui risque de provoquer plus de morts ? Tu vois ? Bon bref, donc il y a cette notion de stérilisation qui pose un problème, ne serait-ce qu'au niveau de ce bagage bactérien qui serait à la limite intéressant sur un lait cru. Hein. Tu as quelques marques comme Gabori par exemple,
en bio qui fait encore du lait cru vendu en grande surface. Ça, bon, c'est intéressant. Mais au niveau de la tolérance des produits laitiers, on a un souci en fait. C'est pas tant le lait. Le gros problème, c'est ce qu'on fait vivre et comment on nourrit les vaches aujourd'hui. C'est ça. Le problème, il est là. Oui, ils sont boostés aux hormones de croissance. Alors, boostés aux hormones de croissance, peut-être par injection directe par l'homme, ça je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, il ne faut pas oublier que qui dit lait dit forcément, on va dire, grossesse pour la vache. Ouais. D'accord ? Et comme on a fait en sorte à un moment donné de créer ou favoriser la mise au monde de vaches qui ont des capacités de production énormes en lait, eh ben on s'est rendu compte que ces vaches qui sont capables de produire énormément de lait sont de toute façon du coup beaucoup plus porteuses, ou en tout cas libèrent beaucoup plus d'hormones de croissance dans leur lait. Et ça, effectivement, vient poser un problème avec la IGF-1, Insulin Growth Factor 1, par exemple, qui pose un problème. Elle pose d'ailleurs un problème parce qu'elle est assez proche de notre insuline à nous. Donc on commence aussi à se poser des questions entre la corrélation croissance du diabète de type 1, le diabète auto-immun, destruction du pancréas, et la surconsommation de produits laitiers. Bon bref, c'est des petites choses qui commencent à nous inquiéter, si ce n'est pas déjà fait depuis un certain temps, je t'avouerai. Mais bon bref, donc le problème il est là, c'est qu'on a des vaches aujourd'hui qui n'en sont plus vraiment les pauvres, parce qu'elles ne mangent pas ce pourquoi elles sont faites. Donc, ça vient perturber leur flore intestinale, d'accord ? Ça vient perturber ensuite leur sécrétion, leur tissu même. Je ne sais pas si tu te souviens de cette Escherichia coli, je ne sais plus quel est son numéro, qui a tué un certain nombre d'enfants et de personnes âgées, ne serait-ce qu'aux États-Unis, je crois, sur consommation d'un steak. Alors oui, il était peut-être mal cuit, etc. Mais en fait, le problème, c'est que lorsque le tube digestif de la vache est mal nourri, tout comme chez nous, il devient plus ou moins poreux et peut laisser passer certaines bactéries nocives, dont ce fameux Escherichia coli. D'accord ? Et bien dans le lait, pareil, tu vas retrouver des choses plus ou moins néfastes, et ça vient poser un problème dans la consommation du lait actuel. Parce que du coup, ça encrasse notre système digestif, le stress, ça vient mettre dans nos intestins des mauvaises bactéries, et ça provoque des porosités dans les parois, ça peut... Voilà, alors au niveau comment dire, de ce qu'on appelle l'intestin perméable, il y a plusieurs facteurs, mais il y a un facteur qui est pour ainsi dire commun aujourd'hui, c'est le stress. On va en parler d'ailleurs par rapport au mal de dos, mais il faut savoir que le stress, qu'il soit intellectuel, qu'il soit physique, les sportifs d'endurance, vraiment l'ultra trail, etc., ont en général une barrière intestinale en piteux état. Il n'empêche que toutes ces personnes-là vont avoir un intestin qui risque de laisser passer des molécules plus ou moins grosses, des polypeptides, etc. Et du coup, les fameuses caséines du lait et les autres protéines du lait vont pouvoir passer dans la circulation sanguine, en tout cas dans l'organisme sous une forme trop grossière, et en général, le corps réagit comme s'il avait affaire à un corps étranger. Voilà. Et là, tu arrives sur des syndromes inflammatoires, tu arrives sur des réactions allergiques. Et puis, il y a encore autre chose sur le lait, il ne faut pas l'oublier, c'est que il y a cette fameuse intolérance au lactose, qui est bien réelle. D'ailleurs, regarde, Danone, etc., font bien des laits sans lactose. Donc ça, de toute façon, tout le monde sera d'accord là-dessus. A priori, il n'y a que les populations du Nord qui devaient vivre justement de leurs animaux parce que à cause des saisons hivernales qui étaient difficiles, etc. Donc nous avons muté. D'accord ? C'est pas les autres qui sont intolérants au gluten, au lactose, excuse-moi, le gluten n'a rien à voir là-dedans, au lactose. D'accord ? C'est nous qui avons muté. C'est-à-dire qu'on a eu une mutation de nos gènes pour pouvoir supporter le lactose, puisque c'était notre seul substrat dans les froids sibériens, etc. Il n'empêche que quelqu'un qui n'a pas ça, en général les populations africaines, chinoises, vont avoir une intolérance au lactose. Il faut savoir que si on leur fait consommer du lait et si elles n'ont pas de symptômes francs, eh bien, dans tous les cas, cette intolérance au lactose fait chuter la capacité d'absorption du calcium et est même capable de générer des fuites de calcium dans l'organisme. Donc, tu fais tout l'inverse. Tu vois ? Donc, par rapport à tout ça, je pense qu'il est beaucoup plus sage de dire, OK, les produits laitiers, pourquoi pas, mais apprenez à vous observer, ou à la limite, au lieu de vous observer si vous en mangez depuis toujours, faites un test. Vous vous en privez pendant une semaine. Pas de risque de carence.
aucunement. Vous venez remplacer ça par des oléagineuses, si vous n'êtes pas allergique aux oléagineuses, noisettes, etc. Vous faites en sorte de manger une alimentation beaucoup plus riche en végétaux qui vont vous apporter tout ce qu'il faut. Il faut savoir que la deuxième source de calcium alimentaire, ce sont les végétaux. Ils en apportent beaucoup. Bien sûr. Alors, on te dit souvent, attention, le calcium végétal est mal assimilé, une capacité d'absorption qui est pas terrible à cause des fibres, de l'acide phytique, des oxalates et j'en passe. C'est une vérité, mais on oublie de dire autre chose, c'est qu'il t'apporte autant de facteurs stimulant l'absorption du calcium végétal. La vitamine C, par exemple, si tu manges des agrumes, tu vas avoir de l'acide citrique qui va être extraordinaire pour pouvoir optimiser l'assimilation de ce fameux calcium. Et puis après, l'os n'est pas fait que de calcium. Il est fait de potassium, de silice, de phosphore. Et ça, on les retrouve dans les végétaux. Est-ce qu'on pourrait remplacer notre lait de vache par un lait de châtaigne, ou de noisette, ou d'amande Alors, c'est particulier parce que si tu veux, au niveau nutritionnel, certainement pas. D'accord. Pur. Niveau nutritionnel pur, niet. Aujourd'hui, il faut savoir que le lait est même considéré comme une boisson et au même moment un aliment. Ok. Voilà. Sa richesse nutritionnelle en protéines, en lipides et en glucides est beaucoup plus importante qu'une boisson végétale. Okay. D'accord ? Voilà. Leur assimilation est également très bonne. Bon, ensuite, là où il est moins intéressant, c'est qu'il ne nous apporte finalement que du calcium, un petit peu de phosphore et peu d'autres éléments. On a des vitamines cependant. Bon, donc il reste intéressant tant qu'on le tolère et si possible tant qu'il est, pourquoi pas, cru ou comment te dire, bio. Dans tous les cas, il doit être bio. Il n'y a même pas de ou, il faut qu'il soit bio. Ok ? Ça, c'est très important. Donc, au niveau nutritionnel, les boissons végétales ne le remplacent pas. Ça, c'est clair. Ce qui veut dire que tu vas avoir l'occasion de mouiller tes flocons d'avoine, tu vas avoir l'occasion de faire une bonne sauce blanche avec une boisson d'avoine assez neutre en goût, etc. D'accord ? Si tu veux ton calcium, tu peux le faire sur les boissons végétales enrichies avec l'algue lithotam, qui est très intéressante parce qu'elle apporte du calcium, mais également du magnésium, etc. Par contre, au niveau protéique, c'est niet. Mais je te rassure tout de suite, on pêche par excès de protéines chez nous. Oui, dans l'alimentation de tous les jours, on a largement notre taux de calcium. Mais oui. Si et on il faut mange des oléagineuses, des légumes, des oléagineuses, non pas des oléagineuses, des légumineuses, je voulais dire. Tout à fait. Des légumineuses, des légumes, on a largement de quoi avoir de notre calcium. Alors tu as ça, et puis surtout, il faut que les gens retiennent que tout ce qui est herbe aromatique, d'accord, c'est plus une histoire de décoration. L'herbe aromatique, c'est végétal, quoi. Voilà, c'est le bouquet de persil avec la betterave rouge. C'est une bonne dizaine de feuilles de basilic sur ma sauce tomate maison, tu vois. Voilà. Et elles apportent énormément de végétaux qui seront assimilables.